En 1949, le physicien Nicolas Metropolis et le mathématicien Stanislas Ulam publient un article dans lequel ils exposent la méthode de Monte-Carlo. Si le nom de Monte-Carlo vous fait penser au célèbre casino du même nom situé à Monaco, eh bien, vous avez en fait tout à fait raison. Eh bien oui, le nom de cette méthode est bel et bien un clin d'œil adressé à la célèbre maison monégasque qui a tant œuvré et œuvre encore à délester les braves gens de leurs économies. En effet, la méthode, ou plutôt devrions-nous parler des méthodes de Monte-Carlo, permettent d'approcher de manière empirique des valeurs numériques en s'appuyant sur un procédé aléatoire. Pour la petite anecdote historique, le développement de ces méthodes a été avant tout motivé par le problème de la diffusion des neutrons dans les matériaux dans le cadre du projet Manhattan qui allait aboutir à la fabrication de la première bombe atomique. Pas de panique, si les formules à rallonge vous font fuir, nous n'en aurons pas besoin. Un simple rayon laser et une bonne dose de hasard suffiront à vous expliquer le principe de la méthode de Monte-Carlo, même si je dois bien vous avouer que nous ferons probablement un petit détour du côté des intégrales et que nous évoquerons par-ci par-là le nombre pi. C'est parti pour cette petite balade mathématique où nous allons découvrir que le hasard est un ami bien prévisible. Intéressons-nous à l'aire du domaine du plan, délimité en bas par l'axe des abscisses, à gauche par l'axe des ordonnées, par la courbe bleue en haut et par la droite verticale passant par l'abscisse 1 à droite. Nous appellerons D ce domaine. Dit autrement, D est le domaine assuré en rouge, un petit dessin valant parfois mieux qu'un long discours. Nous ne disposons pas de formule clé en main pour déterminer cette aire, comme il peut en exister pour certaines figures planes de référence, comme les rectangles, les triangles ou encore les cercles. Nous pouvons toujours commencer par estimer cette aire. Le carré assuré a un côté égal à 0,1 cm, son aire s'élève donc à 0,01 cm². Des carrés complets, j'en compte 56, ce qui donne une aire de 0,56 cm². Il nous reste donc à estimer l'aire des parties non assurées. Là, c'est plus délicat, mais heureusement, il nous reste la méthode du doigt mouillé. Allez, disons qu'il y a avec ces espaces non comptabilisés de quoi remplir environ 4 petits carrés complets, soit une aire supplémentaire de 0,04 cm² à ajouter. Moralité, l'aire totale du domaine D serait environ égale à 0,6 cm², c'est QFD. Enfin, en vérité, pas tout à fait. Oui, cela reste en effet une estimation. Un peu grossière peut-être, mais probablement pas si loin de la réalité pour peu qu'on ait le compas dans l'œil. Illustrons à présent la méthode de Monte-Carlo qui, comme nous allons le voir, va nous permettre d'obtenir une précision que nul doigt mouillé ne saurait prétendre égaler. Imaginons qu'un laser dirigé par un bras mécanique vise la cible grisée. Le bras mécanique est programmé de telle sorte qu'il obéit aux deux conditions suivantes. Condition numéro 1, le laser atteint toujours la cible. Condition numéro 2, le point d'impact est déterminé de manière absolument aléatoire, ce qui signifie qu'il a autant de chances de se trouver ici, que ici, ou encore qu'ici. Bref, je pense que vous avez saisi l'idée. Puisque le laser n'a pas de préférence, il semble plutôt intuitif de se dire que plus la surface d'une portion de cible est importante, plus la chance que le laser pointe sur cette portion est importante. Ainsi, si on devait lancer les paris sur le point d'impact du laser et qu'on vous laissait le choix de miser sur la zone A ou sur la zone B, je suppose que vous choisiriez tous la zone A. Dans le cas contraire, eh bien, soyez un peu logique, quoi. La méthode de Monte-Carlo s'adosse sur cette idée intuitive. L'idée est de répéter plusieurs tirs avec notre laser et de considérer que l'aire de la zone D est proportionnelle à la fréquence des impacts observés dans cette zone. Faisons un exemple pour bien comprendre. Je demande au laser d'impacter 10 fois notre cible. Sur ces 10 lancers, nous observons que le domaine D a été atteint 7 fois. L'aire du carré étant de 1 cm² et le domaine D ayant été atteint dans 70% des cas, la méthode de Monte-Carlo propose de conclure que l'aire du domaine D est égale, ou du moins assez proche, à 70% de l'aire du carré, ce qui donne une aire de 0,7 cm². Nous sommes un peu loin de ce que nous avons estimé précédemment. De plus, en répétant de nouveau cette expérience, nous observons une aire très fluctuante pour le domaine D. Ici, par exemple, je compte 5 points ayant impacté le domaine, ce qui nous conduit à estimer son aire à 0,5 cm². Et ici, pas de chance, je n'ai atteint que 2 fois le domaine D, ce qui nous conduit donc à approcher l'aire de D par 0,2 cm². Le problème est évidemment lié au nombre insuffisant de répétitions qui génère une incertitude statistique comparable à une invitation à laisser le hasard s'exprimer. Un résultat fondamental en théorie des probabilités est la loi des grands nombres qui nous apprend que lorsque le nombre de répétitions devient très grand, les fréquences d'apparition d'une issue associée à une expérience aléatoire se rapprochent de sa probabilité théorique. Voyons donc ce qu'il se passe si on augmente le nombre de points d'impact. Il semble émerger une valeur plutôt stable qui tourne autour de 0,63 dès lors que le nombre d'impacts devient suffisamment important. Cette valeur semble plausible au regard de l'estimation faite précédemment. Pour lui donner davantage de crédit, je vous propose de déterminer de manière exacte l'aire du domaine D. En effet, la courbe en bleu est la représentation graphique de la fonction f définie sur l'intervalle 0,1 par l'expression f de x égale exponentielle de moins x.
Une fonction dont il est aisé de déterminer une primitive, ce qui permet d'obtenir l'aire du domaine D par un calcul d'une intégrale très abordable au lycée. Les calculs étant effectués, on aboutit à une aire égale à 1 moins exponentielle de moins 1, ce qui donne environ 0,63 cm². Bien évidemment, la méthode de Monte-Carlo perd son sens si on est capable de déterminer l'aire d'un domaine à l'aide d'un outil algébrique. J'ai fait ce choix afin de nous convaincre de l'efficacité de la méthode. Voici le lac Léman, célèbre au croissant aquatique situé à cheval entre la France et la Suisse. On va essayer d'estimer sa superficie à l'aide de la méthode de Monte-Carlo. Je commence par dessiner un rectangle contenant le lac et dont la surface peut facilement être calculée. Je dessine ensuite les contours du lac, puis efface la carte juste histoire d'y voir un peu plus clair. J'applique ensuite la méthode de Monte-Carlo. On peut imaginer des obus qui impactent un point au hasard dans la zone rectangulaire. Il me suffit de compter le nombre de fois où l'obus tombe dans le lac et de tenir compte de l'échelle de la carte pour proposer facilement une estimation de la surface du lac. Ainsi, avec 1000 obus, j'obtiens une superficie d'environ 600 km², une superficie de 572 km² avec 5000 obus et une superficie de 581 km² avec 10 000 obus. Malgré l'outil informatique plutôt imprécis, cela donne une estimation tout à fait correcte de la superficie du lac Léman qui s'élève en vérité à 582,4 km². Je vous propose ici d'utiliser la méthode de Monte-Carlo pour approximer le nombre pi. Commençons par tracer un cercle de centre O et de rayon 1. Inscrivons ce cercle dans un carré de côté 2. Puisque la surface du disque est égale à pi et que celle du carré est égale à 4, alors la probabilité que le laser pointe sur le disque est égale à pi sur 4. L'idée consiste donc à approcher cette probabilité par observation des fréquences des impacts appartenant au disque, puis d'en déduire une valeur approchée de pi en multipliant par 4 cette fréquence. Par exemple, en simulant 1000 tirs, j'obtiens ici 787 tirs dans le disque, soit une fréquence égale à 0,787. La méthode de Monte-Carlo, qui repose sur la loi des grands nombres, suggère donc ici de considérer que cette fréquence est une bonne approximation de la probabilité que le laser pointe sur le disque. Autrement dit, pi sur 4 peut être approché par 0,787, ce qui conduit à une approximation de pi égale à 3,148 en multipliant ce résultat par 4. Bien sûr, comme précédemment, on peut multiplier les tirs pour affiner les résultats. Remarquons au passage que peu importe le nombre de tirs, on n'obtiendra jamais la valeur exacte du nombre pi. En effet, notons n le nombre d'impacts et e le nombre d'impacts qui atteignent le disque. Le nombre pi est donc estimé par la valeur 4e sur n. En supposant l'existence d'un entier n tel que pi égale 4e sur n, cela permettrait de conclure que pi est un nombre rationnel, ce que tout le monde sait être faux. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite, portez-vous bien.